Benzema, Médine, Léna Situation et Jean-Luc Mélenchon. En 2024, voilà, elle était en décolleté et puis aujourd'hui au Festival de Cannes et que maintenant elle est habillée un peu à la mode des frères musulmans, si vous permettez l'expression. Nous avons fermé 1100 établissements islamistes et depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Kepel. Quand à l'ENS, l'école normale supérieure, vous avez par exemple ce rappeur islamiste Médine qui est invité. Vous savez, celui qui disait qu'il fallait tuer les laïcards, par exemple, dans notre pays. Ils seraient tous en lien avec l'islamisme politique. C'est en tout cas ce que veut faire croire la commission Vauquier qui auditionne le fondateur de la France Insoumise. Mais c'est quoi l'islamisme politique? Êtes-vous un islamiste sans le savoir? Et pourquoi ce mot revient tout le temps dans le débat public français? La commission d'enquête sur les liens entre LFI et l'islamisme. J'avais promis de vous tenir au courant, je vous dis là où on en est. On a fait toute une série d'auditions qui ont apporté des preuves accablantes. Sur la façon dont les frères musulmans utilisent LFI pour pousser leur entrisme politique, sur la complicité de LFI. L'islamisme politique désigne un ensemble de mouvements qui cherchent à organiser la société et ou l'État selon une interprétation politique de l'islam. D'abord, la première chose qu'il faut déconstruire, c'est que l'islamisme politique n'est pas homogène. Il va de partis institutionnels participant aux élections à des groupes révolutionnaires violents. Et il existe même des entre-deux. Tous les mouvements islamistes ne sont ni violents ni terroristes, c'est avant tout une idéologie politique comme le sionisme, le socialisme ou le hindutva le sont dans d'autres contextes. Il existe des partis islamistes réformistes intégrés au jeu démocratique comme Ennahda en Tunisie, l'AKP à ses débuts en Turquie avant la dérive autoritaire ou le PSD au Maroc. Ces partis se structurent sur une volonté de plus de religieux dans la loi, mais sans un projet théocratique complet comme c'est le cas en Arabie Saoudite ou en Iran. Et surtout, ces partis rejettent le mode d'action violent. Et où qu'ils frappent des musulmans ou des non-musulmans. Nous sommes contre le terrorisme et sans réserve. Nous avons condamné les attentats du 11 septembre, de Charlie Hebdo, de Londres et tous les attentats et les crimes terroristes. Nous sommes opposés au terrorisme et nous en sommes les premières victimes. Des groupes révolutionnaires islamistes utilisent, eux, la violence comme outil politique, mais pas forcément pour un projet théocratique dans le but premier. Le Hamas est un exemple récent, mais plusieurs groupes islamistes se sont structurés dans la lutte contre la colonisation ou contre l'impérialisme. Le politologue et spécialiste de l'islam politique François Burja rappelle que l'islamisme est d'abord un langage politique d'auto-affirmation dans des sociétés postcoloniales. En bref, il existe énormément de courants différents au sein de l'islamisme politique et des courants qui sont en concurrence entre eux. Mais dans les sociétés occidentales, la grille de lecture unique est de réduire ces organisations aux groupes djihadistes comme Al-Qaïda et Daesh, qui n'ont rien à voir avec l'immense majorité des organisations islamistes, qui partagent toutes un projet conservateur aux origines religieuses, mais avec des degrés de rigorisme différents. Les travaux de l'historienne Sylvie Thénault et de l'anthropologue Emmanuel Blanchard montrent que durant la colonisation française en Algérie, au Maroc et en Tunisie, le pouvoir colonial construit un régime juridique fondé sur l'idée que le musulman est un sujet collectif potentiellement subversif et un corps religieux à surveiller et surtout à discipliner. C'est la construction d'un indigène non assimilable, porteur d'un fanatisme supposé. Les administrations coloniales britanniques, françaises et américaines ont créé une distinction stratégique entre les bons musulmans, les dociles, les loyaux, les invisibles, et les mauvais musulmans, ceux qui sont politiques, revendicatifs et visibles. Ainsi, lorsque la France contemporaine parle d'islamisme, elle active inconsciemment une vieille grammaire coloniale, la hiérarchisation entre musulmans acceptables et musulmans menaçants. L'islamophobie française qui structure le monde médiatique et politique depuis des années maintenant est héritée de cette culture coloniale. Et le mot valise d'islamisme est un outil qui permet de jeter le soupçon et de disqualifier un musulman, un arabe ou simplement des militants antiracistes. Et ça fonctionne. Notre peine s'est transformée en colère et notre colère en détermination. Que nous livrions nos ennemis à la justice ou que nous fassions justice nous-mêmes, justice sera faite. Depuis 2001, le monde a changé pour les musulmans partout dans le monde. La guerre contre la terreur a permis de réduire les droits et d'opprimer des millions de musulmans partout sur la planète. C'est une immense porte ouverte des États-Unis à des amalgames entre terroristes djihadistes et partisans pacifiques d'une pratique de l'islam. Le Patriot Act, la surveillance de masse, l'invasion de l'Irak, la torture à Guantanamo s'appuient sur un imaginaire du musulman dangereux produit par l'État lui-même. Louis Seinkar documente ce passage brutal des Arabes et musulmans américains d'un statut de minorité neutre à celui de menace civilisationnelle. Et la France aussi connaît sa période d'abus. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. François Hollande, Manuel Valls, Claude Bartolone et Gérard Larcher rassemblés à Versailles pour un congrès exceptionnel.
Lundi, en fin d'après-midi, le chef de l'État s'est adressé au Parlement au complet. Les travaux du sociologue Didier Fassin montrent que la France a progressivement glissé après les attentats de 2015 vers un régime sécuritaire où l'exception est devenue la norme. L'état d'urgence, d'abord temporaire, a été intégré dans le droit commun, ouvrant la voie à un arsenal de mesures administratives, d'assignation à résidence, de fermeture de lieux de culte, de contrôle facilité, mises en œuvre sans intervention systématique du juge. Cette évolution s'est accompagnée d'une utilisation sélective et disproportionnée de ces outils contre des associations musulmanes, des mosquées et des acteurs perçus comme racisés. Phénomène documenté par Human Rights Watch et Amnesty International. Le flou conceptuel autour de la radicalisation a permis d'englober dans la suspicion des comportements sans lien avec la violence, une tenue, une pratique religieuse, un discours politique, faisant de la subjectivité administrative un instrument de sanction. Dans ce contexte, la loi séparatisme de 2021 a constitué un tournant majeur, officiellement neutre. Elle a été appliquée de manière presque exclusive vers le secteur associatif musulman, consolidant l'idée d'un traitement d'exception. Cette politique d'exclusion ciblée, héritée d'une longue tradition coloniale de surveillance des populations musulmanes, construit un problème islamique qui préfère la matraque et la police à l'analyse sociale du rigorisme, de l'islamisation et de la radicalisation. Est-ce que ça marche ? On pourrait se dire, d'accord, les amalgames sont injustes, mais peut-être qu'ils permettent au moins de lutter contre le terrorisme et la radicalisation. En réalité, l'histoire récente montre exactement l'inverse. Les chercheurs en sciences politiques de Kintan Viktorovitch à François Burja en passant par Olivier Roy s'accordent sur un point. La répression aveugle des mouvements islamistes non violents ne réduit pas la violence, elle l'alimente. Les prisons dans les pays arabes ont été des incubateurs idéologiques, des lieux où des militants islamistes, souvent initialement engagés dans des démarches réformistes ou sociales, se sont retrouvés au contact de groupes plus radicaux. En Égypte, la répression massive orchestrée par Nasser dans les années 50 et 60 a transformé les prisons en véritables laboratoires idéologiques du djihadisme moderne. C'est dans cet univers carcéral que des penseurs comme Saïd Qutb ont formulé les doctrines qui influenceront plus tard Al-Qaïda. De même, en Tunisie sous Ben Ali, la torture et la clandestinité ont produit un effet de consolidation interne. Les militants modérés ont été poussés dans la radicalité simplement parce que toute expression politique islamiste, même non violente, était criminalisée. Mon fils a été emmené au ministère de l'Intérieur, ils l'ont torturé, ils lui ont brûlé les mains. Pourtant, c'était un étudiant, il faisait simplement la prière, il ne faisait rien, il ne faisait que prier. Parce que je vais à la mosquée, il me prend, il me met à la prison. C'est pas logique. Et il faut qu'il dégage, et qu'il se dégage de ces camps-là, il faut qu'il se dégage. Il nous laisse libres, on va savoir comment vivre. Ces jeunes-là n'ont rien fait. Ils sont condamnés pour leur idée, parce qu'ils sont pratiquants et religieux et parce qu'ils pensent différemment à des autres. Ces répressions ont eu un autre effet politique majeur. Elles ont fabriqué des martyrs. En Égypte comme en Tunisie, les leaders islamistes emprisonnés, torturés ou forcés à l'exil, qu'il s'agisse des cadres d'Ennahda ou des frères musulmans, ont été perçus comme des symboles d'injustice et de résistance. Leur silence forcé a accru leur influence. Et plutôt que de protéger du terrorisme, la répression généralisée a donc contribué à durcir les idéologies, à structurer des réseaux clandestins et à renforcer les factions les plus intransigeantes. Et le vieux dans tout ça, il paye sa volonté de ne pas tout confondre. On lui reproche concrètement de ne pas s'opposer à la visibilité des musulmans en France. Je suis excédé de voir comment sont traités les musulmans dans notre pays sur toutes les tribunes. Voyez-vous, les musulmans de France, les musulmans d'une manière générale, n'ont jamais manqué à la France, ni à Monte Cassino, ni au débarquement de Provence. Jamais ils n'ont manqué à la France, alors que bon nombre de ceux qui leur font des leçons, eux, ont manqué à la France, dans d'autres générations. Par conséquent, je vais vous dire une chose, madame, qui concerne vos enfants comme les miens. Il va falloir qu'on vive tous ensemble, quelle que soit notre religion. Et ça ne sert à rien de montrer, de faire sortir une patte qui ne reviendra plus jamais dans le tube si on la laisse sortir. Cette patte, ça s'appelle la haine. Et la simple pratique religieuse suffit à être considérée comme un islamiste et, comme on l'a démontré, in fine, comme un terroriste. La France insoumise subit une hausse de ses attaques depuis sa prise de position pro-palestinienne des 2 dernières années. Rima Hassan a été particulièrement ciblée et se retrouve à répondre à des accusations d'apologie du terrorisme régulièrement. Cette convocation, elle s'inscrit dans un cadre qui est extrêmement inquiétant actuellement dans le climat en France, mais je pense même plus largement dans le climat européen, parce qu'on peut aussi faire un parallèle avec ce qui se passe par exemple en Allemagne. Il y a une volonté, à mon sens, de censurer les voix qui se positionnent sur la question palestinienne et qui se positionnent de manière, disons, critique à l'endroit du régime israélien, qui continue d'être
protégés d'une certaine manière, qui bénéficient encore d'une impunité. Et c'est aussi tout le sens de mon engagement politique, c'est vraiment d'en finir avec cette impunité en se référant au droit international. À la gauche de l'AFI, ce procédé a été utilisé pour disqualifier et intimider quiconque rappelait la légitimité de la lutte armée dans un contexte colonial. La lutte contre l'islamisme est un combat politique qui est mené par des générations entières de militants de gauche dans le monde arabe, une lutte qui est bien trop sérieuse pour la droite islamophobe de l'Assemblée nationale, qui a fait de ces fantasmes une commission parlementaire.